Donc bienvenue dans cette session, je m'appelle Benoît Bionacera, je travaille chez Fortinet, je suis spécialisé dans tout ce qui est WAF et load balancing, ainsi que sur le cloud. Donc aujourd'hui le sujet qui va nous guider, ça va être tout ce qui est donc application dans le cloud, quelles sont les différentes stratégies pour sécuriser ce type d'environnement. On a beaucoup de questions de la part de nos clients sur quel modèle d'architecture je dois adopter, quels sont les produits dont j'ai besoin en fonction de ma maturité. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir dans cette présentation. Si on regarde ici, on a un graphe qui nous montre un petit peu les différentes étapes pour mettre en place une sécurité cloud autour des différentes applications. Donc il y a 8 phases que je ne vais pas forcément détailler spécifiquement, mais on peut quand même découper en 3 phases. La première phase, ça va être vraiment une phase d'architecture, donc de design, de savoir où est-ce que je mets mes applications, comment je segmente mon réseau, quels sont les outils que je vais utiliser pour les surveiller. Ça peut être aussi des aspects sur la première phase opérationnelle, comment j'organise mes équipes, comment je les forme sur le cloud, si jamais on est sur un premier projet. Et notamment, on a des clients qui préfèrent avoir des équipes réduites, très agiles, qui intègrent à la fois l'ingénieur de sécurité, l'architecte réseau, la personne qui s'occupe de l'application ou qui fait le développement de l'application, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'agilité et derrière de répondre aux différents besoins qui ne sont pas forcément que des besoins de sécurité, ça peut être des besoins de performance, des besoins opérationnels. Et donc c'est à partir de cette première phase qu'on va définir toute la gouvernance et l'architecture à haut niveau. La deuxième étape, ça va être vraiment de commencer à mettre des produits, différentes technologies. On va parler dans cette présentation de firewall, bien sûr, pour la segmentation, d'applications, de web application firewall pour la partie niveau 7. Il y a beaucoup d'autres produits qui peuvent aider également tout ce qui concerne l'audit d'un environnement. Et puis dans la dernière étape, lorsqu'il y a vraiment une maturité certaine, on va pouvoir aller vers des choses beaucoup plus spécifiques comme analyser le code, adopter un CSPM, c'est-à-dire un outil qui va permettre de surveiller un petit peu tous ces éléments dans le cloud. Il faut savoir qu'un environnement cloud est très très dynamique. On peut rajouter des instances, des workloads, des applications très rapidement. Il y a également beaucoup d'erreurs qui sont possibles. On sait que 90% des vulnérabilités sont dues à des erreurs humaines, de mauvaise configuration ou de mauvaise design, en tout cas implémentation de l'architecture qui avait été décidée au début. Donc c'est un petit peu de ces 3 phases qu'on va parler. En fait, je vais surtout insister sur la phase du milieu, qui est en fait l'étape qui vient tout de suite après l'architecture. Et donc, bien sûr, on va parler de la segmentation réseau avec tout ce qui est Next-Gen Firewall. Alors, je vous dirais qu'il y a 3 use cases quand on va mettre en place un firewall. Le premier, c'est tout simplement de donner l'accès à notre environnement cloud, que ce soit Azure, AWS, Google ou même Oracle. Et donc là, ce qu'on va mettre en avant sur le Next-Gen Firewall, c'est bien sûr la partie firewall pour la segmentation entre par exemple les administrateurs et puis les applications. Mais ça va être également de mettre en place, d'utiliser la partie VPN par exemple pour la connexion à distance, utiliser pourquoi pas du client à site ou du site à site. Ça va être aussi d'implémenter pourquoi pas la partie authentification qui est disponible sur le firewall ou la notion de ZTNA, Zero Trust Network Access, pour avoir une posture de sécurité du poste qui vient se connecter et qui va ainsi permettre de sécuriser vraiment de bout en bout toute la connectivité entre les centres données physiques on-prem et toutes les instances qui sont dans le cloud. La deuxième use case, qui va être l'étape d'après, ça va être de segmenter les différents environnements. En général, un cloud, ça va jamais être un réseau à plat où on va avoir tous ces éléments dans le même subnet ou dans le même réseau. Donc on va faire des divisions, que ce soit avec des VNets sur Azure ou avec des VPC sur AWS, on va utiliser des subnets. Mais le point central de cette architecture-là, ça va être ce qu'on appelle un hub de sécurité, c'est-à-dire un réseau dédié sur lequel on va mettre ses équipements de sécurité réseau, tels que le Next-Gen Firewall, et qui lui va permettre de permettre l'accès entre ces différentes applications. Donc, par exemple, si j'ai une application web qui doit discuter avec une base de données Oracle,
ça va passer par le firewall, à condition bien sûr qu'on ait pensé en amont de la bonne segmentation. Et donc en termes de services, là ce qu'on va vouloir utiliser, c'est toute la notion d'IPS, de filtrage d'URL, anti-malware, donc toute la partie intrinsèque à un next-gen firewall. Et puis, si on rajoute un petit peu plus de maturité ou de complexité, ben, souvent nos clients sont multi-cloud. Ils aimeraient bien avoir un seul cloud, mais il y a très souvent une application qui ne va rouler que sur AWS ou que sur Azure. Et donc, à un moment donné, on va devoir faire le choix de rajouter un deuxième, voire même un troisième fournisseur de cloud. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va pouvoir mettre en avant, c'est des notions de SD-WAN, de double lien, si on veut avoir de la redondance niveau réseautique. Et donc, on va interconnecter les différents réseaux cloud avec la même technologie. Donc ça, c'est aussi l'intérêt d'utiliser une technologie dédiée. C'est que quel que soit l'environnement cloud qu'on va adopter, on va avoir la même interface de gestion pour l'ensemble de ces environnements-là. Alors l'étape d'après, ça va être de faire de la sécurité applicative. Donc le FortiGate, par exemple, va être très bien pour faire de l'IPS, de l'authentification, faire de l'application control, donc avoir une bonne connaissance du trafic. Mais l'étape d'après, ça va être vraiment d'adopter un WAF dédié. Pourquoi? Parce que c'est niveau 7, ça va vraiment comprendre l'applicatif web, le protocole HTTP, HTTPS. Ça va fonctionner en reverse proxy, c'est-à-dire que ça va déchiffrer les flux pour pouvoir les inspecter correctement. Et les use cases qu'on va avoir à ce niveau-là, ça va être premièrement de prendre en compte toutes les vulnérabilités potentielles d'une application. Donc ça veut dire, pour ceux qui connaissent le framework OWASP Top 10, ça référence les top 10 des attaques les plus fréquentes sur un applicatif web. Ça peut être des techniques d'injection, des techniques de manipulation de données, des techniques de bypasser l'authentification. Donc ce qu'on va faire avec un WAF, c'est vraiment s'assurer que toutes ces vulnérabilités potentielles sont adressées avec le WAF. Bien sûr, ce qu'on préfère, c'est que l'application, notamment si elle est interne, développée par des développeurs internes, elle soit sécurisée en tant que telle, de manière autonome, mais c'est toujours mieux d'avoir un WAF devant pour pallier à toute nouvelle vulnérabilité, et ça permet de sécuriser l'application avant d'être capable de la patcher si jamais on doit la sécuriser ultérieurement. Un WAF permet également de sécuriser les API. Donc il faut savoir qu'il y a les 3/4 du trafic Internet, ça va être du trafic API, donc ça reste du HTTP, HTTPS. Mais c'est vraiment pour des besoins particuliers. Par exemple, quand vous utilisez une application mobile qui va se connecter sur un service, en général c'est du HTTP, mais c'est sous forme d'API, c'est-à-dire avec des formats JSON par exemple. Et donc il faut que le WAF soit capable de décoder en fait ce type de flux pour le sécuriser au même titre qu'un utilisateur qui se connecterait avec son navigateur traditionnel. Et puis les bots, c'est aussi un enjeu quand on parle de WAF. 30% du trafic sur Internet, c'est des bots, c'est-à-dire des outils automatisés qui vont venir scanner automatiquement les applications. Il n'y a qu'à voir à chaque fois qu'on met en place une nouvelle application sur Internet et qu'on le laisse ouvert juste pour faire des tests. Mais il y a tout de suite, au bout de quelques secondes, des scans qui vont essayer de faire du brute force attack, vont essayer de faire du DDoS. Si on est sur un site de e-commerce, qui vont essayer de scraper les données ou d'essayer de regarder le comportement du site. Et donc tous ces outils automatisés, on est capable de les détecter avec un WAF. Alors les techniques utilisées, il y en a plusieurs. Donc il y a à peu près 50 protections disponibles dans notre solution, donc on ne va pas toutes les revoir. Mais c'est sûr que la première, le premier élément, ça va être vraiment de fonctionner avec des bases de signatures. Et puis, si on veut aller un petit peu plus loin, on a des systèmes automatisés avec du machine learning qui permettent de comprendre comment fonctionne l'application et de construire en fait un modèle de comportement pour derrière bloquer tout type de nouvelles connexions qui ne respecteraient pas ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire des opérations légitimes. Mais j'y reviendrai, c'est notamment comme ça qu'on va pouvoir... c'est une des techniques qu'on va utiliser pour bloquer les bots, par exemple. Donc, en termes d'architecture, on a vu au préalable qu'on avait déjà segmenté en fait, notre cloud avec un FortiGate ou plusieurs FortiGates. Ça peut être en redondance. En général, on utilise ce qu'on appelle le multi-AZ, c'est-à-dire si on prend l'exemple de Azure,
Si on veut déployer une application à Montréal, par exemple, en fait, il y aura 3 data centers physiques de disponibles. Et donc, on appelle ça du multi-AZ, donc Availability Zone. C'est-à-dire que son cluster, il aura éventuellement 2 ou 3 membres répartis sur les 3 data centers physiques pour assurer la meilleure redondance possible. Une fois qu'on a fait ça, où est-ce qu'on va mettre le WAF? Donc le WAF, il y a 2 philosophies, comme vous pouvez voir sur cet écran. Donc la première, si on regarde à droite, ça va être de mettre derrière le firewall. Ça, je vous dirais que c'est plutôt une approche on-prem. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont déjà déployé du firewall on-prem, ça va être le point d'entrée principal du réseau. Ensuite, on va construire des DMZ, et dans ces DMZ, on va mettre le WAF, les applications, les utilisateurs, etc. Je vous dirais que sur le cloud, alors est-ce que ça fonctionne dans le cloud? Oui, on pourrait très bien répliquer ce qu'on a déjà fait on-prem et puis faire l'architecture de droite. Toutefois, c'est pas vraiment la solution qu'on va préférer. Si vous regardez les livres blancs avec les bonnes pratiques, que ce soit Azure, AWS, sur les architectures types, on va plutôt être sur l'architecture de gauche, c'est-à-dire mettre nos 2 hubs de sécurité en parallèle. Un hub avec la partie FortiGate, un autre avec la partie FortiWeb, et chacun va être responsable de son service. Donc FortiWeb pour la partie HTTP, HTTPS, et FortiGate pour le reste, que ce soit connexion entrante ou sortante. Pourquoi on préfère cette architecture-là? Elle est plus cloud-friendly. C'est vraiment, encore une fois, quand on est dans le cloud, c'est vraiment ce type d'architecture qui va permettre de simplifier et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus évolutif. Et puis ça permet, si vous regardez le trafic, au lieu de passer une première fois par le FortiGate, qui lui va de toute façon voir un trafic qui est chiffré en HTTPS, donc il va être complètement aveugle, alors que c'est le FortiWeb derrière qui va le déchiffrer. Donc ça sert à rien en fait de faire passer un flux chiffré si le FortiWeb de toute façon va sécuriser ce flux-là. De toute façon, même si on voulait faire de la réputation par adresse IP ou de la géolocalisation, le FortiWeb est capable de le faire de toute façon. Donc en niveau 3, il y a également des éléments de DDoS qui sont disponibles. Si on veut faire de l'authentification, le FortiWeb peut le faire. Donc il n'y a pas vraiment d'avantage à avoir le FortiGate en amont, parce que toute la sécurité dont on aura besoin, de toute façon, est disponible dans le WAF. Alors je vous ai parlé il y a quelques secondes d'une architecture hub and spoke, donc c'est exactement ce que reflète ce schéma. Donc vous avez les 2 hubs de sécurité avec le firewall en haut et en rouge et le WAF en bleu, donc le FortiWeb. Ce que vous voyez à droite sont toutes les applications qu'on a segmentées. Donc là c'est vraiment un schéma à haut niveau, mais on pourrait très bien imaginer des consoles d'administration en rouge, la production en vert, les équipes de dev en bleu, des environnements de test ou de pré-prod, etc. Donc, comme je vous disais, vraiment, il faut en amont être capable de bien designer son architecture, de faire la bonne segmentation. Et ce que vous voyez, les liens noirs, en fait, dans la vraie vie, ce serait des câbles, ce qui n'existe pas dans le cloud. Donc, dans le cloud, ces liens noirs, c'est quoi? C'est tout simplement des routes ou de ce qu'on appelle du VNet peering ou du VPC peering, c'est-à-dire l'interconnexion logique entre différents réseaux ou différents sous-réseaux dans le cloud. Donc ça se configure directement dans la console de notre fournisseur cloud, où on va dire, ben voilà, tel élément, tel sous-réseau a le droit de discuter avec le FortiGate, par exemple, avec le FortiWeb ou avec les deux. Donc ça se définit en amont. Une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on va configurer ces politiques de sécurité. Donc le FortiGate en haut va être responsable de gérer tout ce qui n'est pas HTTP, HTTPS. Donc ça peut être du RDP, du SSH, des flux admin, du syslog, des emails. Donc il y a quand même beaucoup de flux entrants ou sortants qui peuvent intervenir à ce moment-là. Et FortiWeb, lui, le WAF va gérer uniquement les connexions HTTPS entrantes pour sécuriser ces applications. Ça peut être soit des applications internes, des applications web traditionnelles, ça peut être des serveurs API pour des applications mobiles. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Je reviens un petit peu sur les techniques, ou en tout cas les technologies utilisées dans notre WAF. Donc ça va vraiment du niveau 3 jusqu'au niveau 7. En général, on démarre au niveau 3 avec tout ce qui est réputation d'adresse IP, les géolocalisations. On peut faire également mettre en œuvre des mécanismes d'anti-DOS pour
pour regarder un petit peu au niveau du comportement quel est le nombre de connexions, que ce soit du TCP flooding, HTTP flooding. Donc il y a ce genre de choses qu'on va faire vraiment en premier lieu. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus loin en profondeur dans les protocoles, donc valider l'usage du protocole. Pareil, c'est le nombre de connexions par seconde ou par minute. Et puis bien sûr, on a la partie signature qui est un élément central du WAF, puisqu'il va être mis à jour régulièrement pour prendre en compte toutes les nouvelles attaques. On parle également d'antivirus. Alors ça peut paraître bizarre de voir un antivirus dans un WAF, mais en fait c'est pour tout ce qui est upload de fichiers. Donc si vous avez une application web qui permet aux usagers d'uploader des fichiers, il y a deux choses qu'on va vouloir, deux use cases. Le premier, c'est tout simplement si l'utilisateur upload un PDF, un fichier Office, de s'assurer qu'il n'y ait pas de virus dedans. Donc ça, c'est pour sécuriser l'utilisateur qui derrière va récupérer le fichier. Mais il y a également une technique d'attaque sur les applications web qui consiste en fait à uploader une porte dérobée ou une backdoor. Donc une backdoor, souvent, c'est un fichier, ça peut être un fichier HTML, un fichier PHP. Donc en fait, c'est une page web, c'est du texte. Si l'attaquant arrive à l'uploader sur le site web, ensuite il n'a plus qu'à se connecter dessus et il aura la main sur le système donc du WAF pour ensuite par rebond accéder à d'autres éléments du réseau. Donc l'antivirus il sert aussi et surtout à ça, empêcher des backdoors soit d'être uploadées ou soit d'être utilisées si jamais elles sont déjà présentes sur le réseau. Et puis en bout de ligne, on a des systèmes de sécurité un peu plus avancés. Donc on parle de machine learning. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment que ça ne soit pas une boîte noire où on ne sait pas trop ce que ça fait. Donc en fait, on en a plusieurs. On en a un modèle de machine learning pour détecter tout ce qui est anomalie, un autre que vous voyez à l'écran pour tout ce qui est bot, et un autre enfin pour les API. Donc si je me concentre sur la partie bot, ce que vous voyez en bleu, en fait, c'est tout l'apprentissage qui a été fait sur des connexions types faites par des usagers légitimes. Donc si on part de la gauche, on voit le nombre de connexions TCP pour chaque session HTTP, on voit ensuite les types de méthodes utilisées, le type de réponse. Donc en fait, on a comme ça, on construit avec ces 13 caractéristiques à la fois réseau et HTTP, un modèle de connexion légitime des usagers. Donc ça va se construire sur quelques heures, parfois quelques jours, mais c'est quand même assez rapide. Et si jamais, et ensuite, lorsque le modèle va être mis en mode inspection, donc pour prendre en compte les nouvelles connexions non légitimes, ce que vous voyez en rouge, en fait, c'est une session HTTP qui dévie trop par rapport à ce qui a été vu pendant l'apprentissage et qui va être considéré comme un bot. Alors à partir de ce moment-là, on peut soit le bloquer directement, on peut également le mettre en quarantaine, donc mettre en quarantaine l'adresse IP pendant 10 minutes par exemple, donc ce qui permet que le bot, vu qu'il est automatisé, ça la rendra inefficient. On peut également utiliser des systèmes de CAPTCHA. Donc plutôt que de bloquer la connexion, l'avantage d'un CAPTCHA, c'est que si c'est un utilisateur qui utilise qui a généré un faux positif, plutôt que de le bloquer, on va lui laisser une deuxième chance pour se connecter au travers du CAPTCHA. Donc c'est un petit peu ça qu'on fait. Mais juste pour vous dire qu'un WAF, c'est pas juste des bases de signatures, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de templates aussi qui sont fournis de base, donc on peut avoir vraiment en quelques minutes une sécurité opérationnelle. Le machine learning est également une composante très importante. Et après, pour des gens plus spécialisés, on peut faire des custom policies, des signatures personnalisées. Ça peut vraiment aller très très loin. Un autre point du FortiWeb, c'est qu'il va pouvoir s'intégrer avec d'autres éléments Fortinet. Donc c'est ce qu'on appelle l'intégration à la fabrique. L'élément principal de la fabrique étant FortiGate. Donc là, dans cette intégration, on peut partager par exemple des bases de réputation d'adresse IP. Donc faire en sorte que si le FortiGate est configuré pour bloquer toute une liste d'adresses IP gérées par l'administrateur, on peut les envoyer automatiquement au FortiWeb. Ce qui a de l'intérêt, vu qu'on a vu que dans l'architecture qui était préconisée, le FortiWeb et le FortiGate étaient tous les deux en frontal sur Internet. Donc ça peut être intéressant dans ce cas-là. On peut voir aussi, par exemple, le FortiClient, c'est à la base, c'est un client VPN, mais c'est également un client qui permet de faire du Zero Trust.
C'est-à-dire qu'avant qu'une personne, un employé se connecte sur une application, en plus d'avoir son authentification, on va pouvoir regarder grâce à FortiClient la posture du poste Windows ou Mac, et en fonction de cette posture, lui laisser accès ou pas à l'application. Donc FortiClient avec la notion de ZTNA peut interagir avec FortiWeb, ce qui peut être assez intéressant, encore une fois, plus pour les employés, mais en tout cas pour avoir un niveau de sécurité supplémentaire, en plus de l'authentification et en plus des protections WAF. Et puis ce qu'on voit tout en haut à gauche, avec le FortiDevSec, FortiDAST, ça vient en fait participer à tout ce qui est cycle de vie d'une application. Donc on parle ici de CI/CD, ou en tout cas de cycle de vie opérationnel par rapport au développement et à la mise en œuvre de l'application. Donc par rapport à ça, ce qui va venir en complément de FortiWeb, c'est un premier outil qui s'appelle FortiDevSec, qui est une application SaaS en fait, qui va permettre d'analyser le code. Donc par exemple, si on utilise des librairies librairies tierces qui sont vulnérables, FortiDevSec va pouvoir le détecter et alerter le développeur pour corriger la faille. Et l'avantage, c'est que c'est de l'analyse statique, c'est-à-dire c'est avant même que l'application soit développée. Donc on va vraiment regarder dans le code, on n'a pas besoin de compiler le code ou de le déployer. Ça va vraiment être en avance de phase pendant les phases qui précèdent le test. Une fois que l'application est en production, donc là c'est le WAF qui va intervenir avec toutes les techniques d'attaque, enfin de protection dont je viens de parler. Et puis on peut en complément utiliser un scan web, donc un scan de vulnérabilité web, donc ce qui s'appelle le FortiDAST, qui va permettre de faire des scans applicatifs et afin de détecter des vulnérabilités potentielles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut scanner soit l'application directement pour essayer de renforcer le code de l'application en tant que telle, ou alors on peut scanner via le FortiWeb. À ce moment-là, ça sera plus pour renforcer la politique WAF. Donc tout dépend de l'objectif. Si l'objectif c'est de fine-tuner la politique WAF, on va lancer le scan directement sur le FortiWeb qui lui va se connecter à l'application, ou alors on va permettre au FortiDAST de se connecter directement sur l'application, dire bah tiens là il y a des vulnérabilités qu'on pourrait corriger même si le WAF les protège. Et puis ensuite, bien sûr, on retourne dans un cycle de développement où on corrige le code, on le rescanne, on le redéploie et ainsi de suite. Un petit mot sur DevSec pour vous donner quelques exemples. Donc il y a des acronymes, désolé, c'est des acronymes dans le monde de l'analyse de code. Donc le SAST, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement de l'analyse statique. Donc ça va être regarder s'il y a, par exemple, si on a développé son code en Java, ça va être capable d'aller dans le Java ou le JavaScript. Regarder, tiens, à un moment donné, il y a une opération de concaténation d'input utilisateurs qui sont potentiellement vulnérables à une attaque de type injection. C'est ce que le DevSec va être capable de faire, va être capable de voir, tiens, là, il y aurait besoin d'un check supplémentaire ou besoin de gérer les variables différemment. Il y a une autre technique qui s'appelle donc le SCA-OSS. Donc là, c'est plus par rapport à tout ce qui est bibliothèque tierce. Il y a le fameux exemple du Log4j il y a quelques années qui a rendu des applications qui n'avaient rien à voir, qui étaient vulnérables. Donc il faut savoir que quand on développe une application, en général, on va récupérer des bouts de code ici et là. On va utiliser des bibliothèques. Si vous voulez mettre par exemple en page votre application, vous allez utiliser du Bootstrap pour éviter de recoder la mise en page. Si vous voulez un générateur de log, Log4j est un autre exemple. Et donc à chaque fois qu'on utilise des librairies tierces, ces librairies peuvent être vulnérables. Et donc c'est là aussi où ça peut être intéressant de voir quelle est la version de la librairie utilisée et est-ce qu'elle a des CSV connus. Sinon, à ce moment-là, faudra l'upgrader. Troisième exemple, c'est les secrets. Souvent, quand on fait des tests applicatifs de son code, les développeurs mettent des clés AWS, des clés API, des jetons ou autres, juste pour tester, puis après, ils oublient de les enlever. Donc, ça peut être des mots de passe aussi. Donc c'est tout ce qu'on veut pas. On veut surtout pas que dans son code il y ait des mots de passe ou des jetons. Donc c'est ça aussi que va permettre la solution.
Donc on a parlé de FortiGate pour la partie firewall, segmentation. On a parlé de FortiWeb pour la partie WAF, sécurité applicative de l'application. Il y a une troisième étape en fonction de la maturité, en fonction du cas d'usage du client, qui est le Application Delivery Controller. Donc en fait, ça regroupe trois notions. La première notion qui est bien sûr la partie load balancing. Il faut savoir que FortiWeb fait du load balancing, mais il ne le fait que sur HTTP, HTTPS. Donc load balancing ou haute disponibilité. Ça prend en compte aussi, notre solution ADC prend en compte la notion de sécurité, puisqu'on va avoir un IPS intégré, un antivirus intégré, un WAF également. Alors, la seule différence avec FortiWeb, c'est qu'il ne fait pas la partie machine learning, mais si vous voulez un WAF avec tout ce qui est signature, anti-bot, API, ça va le faire. Et puis bien sûr tout ce qui est latence. Donc quand on met ce genre de solution en œuvre, c'est pour s'assurer bien sûr de la résilience des applications, mais également de la latence. Donc ça va permettre de s'assurer que la latence entre le client et l'application respecte le cahier des charges. Donc ça va être vraiment ces trois besoins que va permettre FortiADC. Donc c'est encore une fois une VM qu'on va déployer sur son cloud, Azure, AWS ou Google. Alors les cas d'usage souvent, ça va être par exemple si on a des collecteurs syslog, si on a de la voix sur IP, si on a du streaming vidéo, si on fait du gaming. Vous voyez à l'écran aussi un exemple avec du Kubernetes ou du SAP. Donc ça peut être vraiment tout type d'application, encore une fois HTTP ou non HTTP. C'est ça l'avantage l'intérêt de cette solution. Et une fois qu'on a mis en œuvre sa politique de balancement de charge avec la notion de persistance, de health check et tout ça, on va mettre en place, si on le désire, des notions de sécurité. D'où encore une fois l'intérêt d'avoir le FortiGate et le ADC en parallèle, puisque là on sera dans le même cas d'usage. Le ADC se suffit à lui-même en termes de sécurité. Donc on va pouvoir faire du DLP, de l'IPS, de l'antivirus, du sandboxing. Puis on a également la notion de GSLB. Donc GSLB, c'est encore pour un autre besoin. Donc ça veut dire Global System Load Balancing. Donc l'idée, c'est lorsqu'on a deux data centers. Donc par exemple, deux data centers physiques ou deux data centers cloud ou un mixte des deux et qu'on veut répartir la charge entre ces deux environnements. Donc imaginons que vous avez une application web, vous la déployez sur Azure et on-prem et vous voulez comment on va faire pour balancer la charge entre ces deux environnements. Donc la notion de GSLB, en fait, il faut l'avoir comme un serveur DNS intelligent. Donc l'idée, c'est que lorsque j'ai une personne qui veut accéder à une application, elle va essayer de la résoudre. La résolution DNS va arriver en bout de ligne sur le système GSLB, qui lui a une connaissance de tous les systèmes actifs et en vie, enfin en tout cas qui ne sont pas down. Et en fonction de l'algorithme qu'on aura choisi, le GSLB va répondre avec l'adresse IP du data center A ou du data center B. Sachant que en termes d'algorithme de balancement de charge, ça peut être soit sur de la géolocalisation, soit sur celui qui répond le premier, soit sur tout simplement du round robin, c'est-à-dire on fait un coup l'un, un coup l'autre. Donc il y a plusieurs possibilités et bien sûr chaque politique GSLB sera différente pour chaque application. Donc pour une application, on pourra utiliser la géolocalisation pour choisir le bon data center. Pour une autre, ça pourrait être du round robin par exemple. Donc retenez simplement que GSLB, c'est un service SaaS, donc pas besoin de déployer de VM ici ou là. 2, ça fonctionne sur un principe de DNS et ça va continuellement connaître l'état de santé de telle ou telle application, incluant la latence, incluant la réactivité de l'application. Donc dans le cas présent, on a un connecteur entre le GSLB et le ADC qui permet de dialoguer pour que le GSLB sache quels sont l'état de santé des applications. Ça, c'est un cas d'usage. Mais si on n'a pas le ADC, ça fonctionne aussi puisque le GSLB, le FortiGSLB, en fait, a ses propres health checks pour monitorer en fait l'état de santé d'une application et fonctionner donc de manière complètement autonome. En conclusion,
Donc on a vu pas mal de technologies. Donc le but c'était bien sûr de vous parler un petit peu des technologies, des produits Fortinet, mais surtout de vous montrer un petit peu les différentes phases sur un projet cloud. Je répète, avant même de mettre le tout premier produit, la toute première technologie, ça va passer par du design, de l'architecture, former les équipes, ce genre de choses. Donc nous, très souvent, les plus grosses demandes qu'on a, c'est: j'aimerais mettre un firewall, est-ce que tu peux m'aider à faire le design, l'architecture? Voici mes besoins, voici mes applications. Et puis là, ça va être vraiment du whiteboarding. Donc ça va être la première étape. Deuxième étape, on va commencer à mettre du FortiGate, du FortiWeb. En général, c'est les deux produits phares qu'on va mettre. Et puis en fonction de la maturité, en fonction du cas d'usage, on va pouvoir mettre du ADC, du DevSec, du DAST. Donc ça va vraiment dépendre. Ça peut être aussi tout ce qui est DDoS. J'ai pas parlé dans cette présentation de tout ce qui est CSPM, donc c'est du Cloud Posture Management. On a également des solutions qui permettent d'avoir une visibilité complète sur les différents workloads déployés pour surveiller tout ce qui est coût, surveiller tout ce qui est est-ce que ça respecte bien mon architecture, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs de configuration. Donc le CSPM est aussi une notion très importante quand on est dans le cloud parce que, encore une fois, c'est très dynamique. Les erreurs sont très faciles à faire. Et donc c'est important d'avoir ce genre de solution pour surveiller que tout respecte bien la mise en œuvre qu'on avait choisie au préalable. Voilà, donc il nous reste un petit quart d'heure. C'était la conclusion. Si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre. Et le QR code que j'ai mis là, c'est tout simplement le lien vers notre site web qui référence en fait toutes les bonnes pratiques et les solutions pour sécuriser son cloud en général. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, c'est une bonne question. Quelle est la différence entre FortiWeb et FortiWeb Cloud? Donc, ce sont deux produits différents. En fait, c'est la même technologie, mais le modèle de déploiement n'est pas du tout le même. FortiWeb VM, tout simplement, c'est une VM que tu vas mettre en place sur ton cloud. Tu vas mettre de la redondance, mais ça va être à toi à gérer les upgrades, les backups, ce genre de choses. Si on part maintenant sur du FortiWeb Cloud, donc du FortiWeb as a Service, donc à ce moment-là, tu n'as plus besoin de déployer de VM. On va utiliser les infrastructures Fortinet pour déployer en fait le FortiWeb. Alors derrière, ce sera quand même une VM, mais ce sera complètement transparent pour l'utilisateur. C'est une interface différente. On a voulu avoir une interface qui est complètement, vraiment très très simplifiée par rapport à FortiWeb VM. Donc c'est vraiment deux GUI différents. Mais ça supporte les mêmes fonctionnalités, que ce soit les signatures, le machine learning, l'IP reputation, le content routing. Vraiment, toutes les fonctionnalités de base sont présentes dans les deux solutions. Et dernier point, c'est que le modèle de licensing est différent aussi. Puisqu'en fait, quand on achète une VM, on va acheter un certain nombre de cores. Donc on va aller de 1 core à 16 cores en fonction du débit qu'on souhaite. Alors que dans FortiWeb Cloud, on va juste choisir le débit qu'on veut et le nombre d'applications qu'on veut. Donc par exemple, si on a 3 applications qui nécessitent 100 MB, on va acheter 3 applications et on va acheter 100 MB et on va pouvoir tout de suite déployer ses applications. Donc l'avantage de FortiWeb Cloud, c'est qu'il est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Donc quand on fait des preuves de concept, on peut déployer son application, enfin la protéger en une dizaine de minutes. Une fois que la preuve de concept est terminée, il y a juste à remplacer la licence. Et le produit est opérationnel tout de suite. On ne gère pas les upgrades. L'interface est simplifiée, ce qui, en général, plaît beaucoup aux clients, qui n'ont pas forcément beaucoup d'équipes ou beaucoup de connaissances WAF. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire Non, mais c'est ça un petit peu les grosses différences.
En général, soit on essaye d'avoir des outils, je sais pas, avec SNMP ou avec des outils qu'on pourrait installer directement sur l'application ou avec les logs natifs Azure, AWS, essayer par ce biais-là d'avoir le trafic. Ça, c'est une première méthode. Deuxième méthode, si vous avez un FortiGate, utilisez le FortiGate pour monitorer le trafic. Troisième solution, c'est de faire une preuve de concept. Donc, vous déployez le FortiWeb Cloud et puis là, vous allez voir tout de suite le trafic. Donc, il y a plusieurs techniques. Si on peut utiliser les outils natifs, ça permet de faire le sizing avant. Si on ne peut pas, on vous délivre pour une preuve de concept. On fait une estimation quand même. On vous donne une licence, je sais pas moi, si on a estimé 100 MB, on va vous générer une licence peut-être d'évaluation pour 200 MB. On vérifie que c'était bien 100 MB. Sachant que de toute façon, la solution ne bloque rien. Si jamais on dépasse la licence, ça ne bloque pas. Ça va juste générer des alertes et on va vous demander d'upgrader la licence. Il faut savoir que les licences, je ne sais pas comment dire, empilables, stackable en anglais. Donc si vous démarrez avec une licence 50 MB et que 3 mois plus tard, il vous faut du 100 MB, vous rajoutez une licence 50 MB. Donc c'est assez simple d'upgrade puisqu'on va pouvoir empiler les différentes licences. Et puis dernier point important, vous pouvez choisir votre pays. Donc en fait, nous on se repose sur principalement Azure AWS. Donc quand vous déployez FortiWeb Cloud, vous choisissez Canada ou un autre pays pour déployer votre instance. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Non ? Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas, on a un stand. Si vous avez d'autres questions plus tard, on est là pour vous aider. Merci à tous.